Section 23 de La bête du Gévaudan. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La bête du Gévaudan par Élie Berthet. Chapitre 23. La visite. L'hiver sévissait dans les montagnes du Gévaudan et désolait particulièrement les environs de Mercoire. Ce n'était pas que la température eût une rudesse excessive, comme à certaines années, et notamment à l'année 1709, qui laissa de si terribles souvenirs dans toute la France, mais les alternatives continuelles de pluie et de froid, les tempêtes, les débâcles de rivières, les fontes de neige avaient bouleversé le pays et rendu les communications difficiles. Pour comble de malheur, un grand nombre de loups, dont la faim augmentait la férocité, infestaient cette partie de la province et, plus que tous les autres, la bête du Gévaudan, revenue récemment dans les bois de Mercoire, pour lesquels elle semblait avoir une prédilection, avait recommencé dans le voisinage ses terribles prouesses. On comprend qu'en pareilles circonstances, les visiteurs et les hôtes ne devaient pas affluer au château. Aussi, rien ne troublait-il maintenant le calme profond de cette vieille demeure. Depuis le commencement de l'hiver, elle avait pris un air de solitude et de tristesse. Les volets restaient fermés, la neige s'amoncelait dans ses cours, les oiseaux de proie s'étaient établis dans ses crevasses, on eût pu la croire inhabitée. Des chasseurs isolés, que la nécessité avait forcés de s'y arrêter pour une nuit, avaient été reçus avec une politesse méticuleuse par le chevalier de Magnac au nom de la dame du logis, mais ils avaient dû partir sans avoir vu la châtelaine elle-même. Christine, autrefois si active, si remuante, que l'on rencontrait sans cesse, parcourant à cheval l'avenue du château ou les longues allées de la forêt, ne quittait presque plus son appartement, et toutes ses sorties consistaient en courtes promenades dans le jardin. Par une sombre journée de janvier, mademoiselle de Barjac se trouvait avec sœur Magloire et le chevalier de Magnac dans le salon du château. Bien qu'un tronc d'arbre tout entier se consumât au fond de la massive cheminée, des courants d'air glacial traversaient parfois cette vaste pièce. Les rideaux des fenêtres, entièrement ouverts pour laisser un libre passage à la lumière, permettaient de voir au dehors un ciel bas et brumeux, des nuages aux formes bizarres qui se traînaient pesamment sur la pente des montagnes et les vieux arbres dénudés, squelettes hideux de la forêt. Un vent violent mugissait autour du manoir et le grésil fouettait les vitres avec un petit bruit sec et irrégulier. Christine et la sœur étaient assises de chaque côté d'une table à ouvrage sur laquelle on voyait des sarraus, des chemises et des cornettes de toile grossière destinées aux enfants pauvres du village. La religieuse n'avait trouvé rien de mieux que le travail manuel pour occuper les loisirs de sa jeune maîtresse, et Christine s'était prêtée d'autant plus volontiers à ce désir que, tout en tirant l'aiguille à l'intention des orphelins de son fief, elle pouvait s'abandonner sans contrainte à de secrètes pensées. Aussi les deux infatigables ouvrières avaient-elles bien abattu de l'ouvrage pendant les longues journées, pendant les soirées plus longues encore de ce triste hiver, et l'on en remerciait Dieu dans les pauvres chaumières des alentours. L'extérieur de Christine n'avait pas moins changé que son caractère depuis quelque temps. La brune et vigoureuse enfant d'autrefois n'existait plus. Le hâle avait disparu de ses joues avec les couleurs de la santé. En revanche, sa pâleur et son léger amaigrissement donnaient à ses traits une finesse extraordinaire. L'expression de sa figure était pensive, mélancolique, bien que son œil noir, doux et velouté, brillât par moments d'une flamme vive, rapidement éteinte. L'élégance de son costume contrastait aussi avec l'indifférence qu'elle montrait jadis pour sa mise. Dans la solitude profonde de son manoir, elle était coiffée à la poudre, suivant toutes les exigences de la mode. Elle portait une magnifique robe de soie à panier, et ses bras demi-nus s'échappaient des flots de dentelle. Malgré tout cela, elle conservait un air de tristesse, d'abattement, une sorte de morbidesse qui trahissait chez la belle et riche demoiselle des chagrins inavoués.
Cependant, au moment où nous retrouvons Christine de Barjac, sa physionomie semblait avoir repris cette animation, cette mobilité passionnée qui la distinguait à une autre époque. Elle venait d'interrompre son travail de couture, et, l'aiguille en l'air, le sourcil froncé, elle écoutait son écuyer d'honneur qui lui apprenait d'importantes nouvelles. Maniaque, debout devant elle, le jarret tendu, une main posée sur sa hanche, tandis que l'autre chiffonnait son jabot, remarquait avec chagrin ces signes d'une irritation dont sa jeune maîtresse avait perdu l'habitude, et il regrettait déjà, peut-être, des aveux qui impressionnaient à ce point mademoiselle de Barjac, bien que sa véracité scrupuleuse et sa fierté ne lui permissent plus de les révoquer. Encore une fois, monsieur le chevalier, disait Christine, d'un ton qui fit tressaillir la sœur Magloire elle-même, c'est là un de ces contes ridicules que vous débitent les gens de service et auxquels vous accordez toujours créance. Cela n'est pas possible, je vous le répète, et si cela était... Elle s'arrêta et, fondant en larmes, elle balbutia « J'en mourrais de douleur !» En voyant pleurer mademoiselle de Barjac, sœur Magloire éprouva le sentiment qui, dans une aussi sainte personne, ressemblait le plus à de la colère. Elle rejeta son ouvrage et dit avec aigreur au malencontreux chevalier « Jésus, mon Dieu, à quoi pensez-vous donc, monsieur ? Qu'avez-vous besoin de venir raconter ces sornettes à notre chère demoiselle ? On se sera moqué de vous, et vous auriez pu vous dispenser de répéter ces fadaises. » Elle embrassa Christine et lui prodigua les consolations les plus affectueuses. Mais certaines expressions dont elle venait de se servir avaient blessé le pointilleux gentilhomme. Il renversa la tête en arrière et répliqua d'un ton emphatique « Des sornettes, ma sœur ? Des fadaises, madame ? Parsambleu, si je ne considérais que vous êtes une femme et une religieuse encore. Cependant, sachez et comprenez bien, et soyez bien convaincus, que l'on ne se moque jamais de moi. Entendez-vous ? Et si quelqu'un osait l'essayer, manant au gentilhomme, j'ai une épée pour obtenir réparation des nobles et un baston pour châtier les vilains. Ayez la bonté de ne pas oublier cela, ma très chère sœur. » Malheureusement, cette belle tirade n'avait pas été entendue. Les deux femmes, tout occupées de leur douleur, n'avaient pas l'air de songer au pauvre maniaque dont les extravagances sur le point d'honneur, quelles que fussent d'ailleurs ses bonnes qualités, leur étaient connues de longue date. Cependant, le chevalier, satisfait de lui-même, avait quitté son attitude de matamore quand Christine, se dégageant des étreintes de la gouvernante, reprit d'un ton plus calme « Pardonnez-moi, mes bons amis, ce n'est pas en niant le péril que l'on peut l'amoindrir. Voyons, monsieur de Maniac, répétez-moi cette grave nouvelle qui, peut-être, devrait me réjouir et qui me frappe d'épouvante. Est-il bien vrai que la bête du Gévaudan ait été tuée hier au soir dans le bois de la Bessière, à 3 lieues d'ici ? Je ne puis engager ma parole de gentilhomme pour un fait dont je n'ai pas été témoin. Je me borne à rapporter exactement ce que m'a dit tout à l'heure le garde Jérôme. Ce matin, au cabaret de Cransac, un garde de la Bessière est venu annoncer d'une manière positive la mort de la bête. Elle serait tombée hier au soir sous le coup de fusil d'un chasseur qui la guettait depuis plusieurs heures, et elle aurait eu le cœur traversé d'une balle. Elle était si bien morte qu'on lui aurait coupé le pied droit et la tête pour en faire un trophée. Voilà fidèlement ce qui m'a été raconté. Du reste, mademoiselle peut mander Jérôme et l'interroger elle-même. C'est inutile, chevalier. Et l'on ignore le nom de ce chasseur ? Le garde de la Bessière n'a pu donner aucun renseignement sur ce point. Il a remarqué seulement que cet heureux veneur était suivi de gens paraissant être à ses ordres, ce qui annoncerait un personnage de qualité. « Eh bien, mon cher chevalier, demanda Christine d'une voix étouffée et presque inintelligible, a-t-on sujet de penser qu'il aurait connaissance du serment funeste, du vœu indiscret ?» Elle ne put achever. « Je ne veux pas vous tromper, mademoiselle. La précaution qu'il a prise de couper la tête et le pied de la bête pour prouver sa victoire me semble d'assez mauvais augure. »« Oh, ne dites pas cela, ne dites pas cela !» s'écria Christine avec désespoir.
Dieu ne voudrait pas me punir à ce point de ma folie, de ma témérité. Elle reprit d'un air d'embarras, après une pause. Mes amis, ne se trouve-t-il pas dans le voisinage des chasseurs de notre connaissance qui auraient pu accomplir cet exploit? Oui, oui, en effet, il s'en trouve plusieurs, répondit Magnac. Et il énuméra les gentilshommes du pays qui s'étaient mis en quête de l'animal féroce. Mademoiselle de Barjac l'écoutait avec une extrême attention et semblait attendre un nom qui ne venait pas. « Est-ce là tout ?» demanda-t-elle impatientée. « Voulez-vous donc me faire mourir avec vos absurdes ménagements? Je sais qu'il y a d'autres chasseurs dont vous ne parlez pas. » « Eh bien, mademoiselle, » répliqua Magnac avec une sorte de brusquerie militaire qui se manifestait quand il était poussé à bout, on prétend aussi que le baron de La Roche-Boisseau et son ami Legris sont revenus depuis quelques jours dans les environs de Mercoire, mais j'ai la certitude qu'il n'en est rien. Ainsi donc, il est impossible que cet odieux baron ait abattu le loup. Comme le chevalier allait répondre, sœur Magloire le prévint. « Certainement, la chose est impossible, » reprit-elle avec vivacité. « Sachez, ma chère enfant, qu'un messager de sa révérence, l'abbé de Frontenac, s'est arrêté ces jours derniers au château pour se reposer un moment, et aussi pour prendre des renseignements sur l'objet de son message. Il était chargé par sa révérence et par monseigneur l'évêque d'Alep, commissaire royal, de chercher monsieur de La Roche-Boisseau et de l'inviter à se rendre sur-le-champ à Frontenac, où devait avoir lieu l'ouverture du codicille de son parent, le feu comte de Varinas. Comme le messager n'a pas repassé par ici, on peut croire qu'il a rencontré le baron et qu'ils sont partis ensemble pour l'abbaye. Or le rendez-vous était fixé pour la journée d'hier. Monsieur de La Roche-Boisseau devait donc se trouver à Frontenac au moment où l'on tuait la bête dans les bois de la Bessière. Magnac fronça le sourcil. « Fort bien, ma sœur, dit-il sèchement, mais comme j'avais chargé moi-même le messager d'une lettre qui devait faire accourir le baron de toute sa vitesse, s'il lui restait encore une goutte de sang noble dans les veines, je dois supposer qu'on a pu le retrouver. Aucune considération d'intérêt ou de famille n'eût été capable d'empêcher un gentilhomme de se rendre à mon dernier appel. D'ailleurs, vous savez bien, ma sœur, que le messager était chargé d'une commission pareille pour une autre personne qui ne s'est pas rendue non plus à cette invitation, puisque... » Le chevalier se tut en voyant sœur Magloire lui adresser un signe mystérieux. « Et cette personne ?» s'écria Christine haletante. « C'était Léonce, n'est-ce pas? N'essayez pas de me le cacher, il est dans le pays, je le sais, je l'ai vu. » « Vous, mademoiselle ?» demanda la religieuse avec étonnement. « Là, sur cette montagne en face de nous, j'aperçois souvent, quand je me promène dans le jardin, un chasseur qui s'arrête sur une pointe de rocher, les yeux tournés vers le château. Je l'ai deviné du premier moment, malgré la distance. Mais si c'est lui, pourquoi ne vient-il pas? Qu'aurait-il à craindre de moi ? » « Peut-être se rend-il justice, mademoiselle, » répliqua Magnac avec roideur. « Puisque vous savez son retour, vous ne pouvez ignorer que le crime épouvantable commis par son oncle lui interdit... »« Fi donc, fi, monsieur !» interrompit sœur Magloire avec indignation. « Osez-vous croire à ces calomnies, vous qui avez reçu tant de bienfaits du prieur? Quant à monsieur Léonce, qui voudrait le rendre solidaire des fautes d'un autre, lors même que ces fautes seraient réelles? Il est si doux, si bon, si généreux. Dernièrement, en apprenant l'accusation qui pesait sur son oncle et les rigueurs exercées contre lui, M. Léonce est accouru à Frontenac pour le consoler et le défendre. On ne lui a pas permis de voir le père Bonaventure, qui est dans sa cellule, au secret le plus absolu. Alors, le brave jeune homme a résolu de faire évader son oncle, et tout était déjà préparé pour cela, quand l'on a découvert le complot. Il ne se serait pas découragé, et il eût affronté peut-être les pouvoirs temporels et spirituels pour venir en aide à son malheureux parent, si le prieur lui-même, averti de ses téméraires tentatives, ne lui eût envoyé l'ordre exprès de demeurer en repos et d'attendre la volonté de Dieu.
Oui, Léonce a dû agir ainsi, s'écria Christine chaleureusement. Mais de grâce, ma sœur, racontez-moi plus en détail. Je ne sais pas grand-chose, ma chère demoiselle, car rien ne transpire de ce qui se passe là-bas depuis que l'abbaye est en interdit. Je tiens ces renseignements du dernier message de Frontenac, un frère laid fort timoré que j'ai tenté de faire causer pendant qu'il se reposait à la cuisine. Mais il fallait lui arracher les paroles une à une. Toujours est-il que M. Léonce a dû renoncer à ses tentatives désespérées, et cédant aux vœux du prieur, il est revenu à Mercoire chasser la bête du Gévaudan, tandis que le procès achèvera de s'instruire à l'abbaye. Ah ah dit Christine avec un sourire amer, le prieur, dans les mortels embarras où il se trouve, ne perd pas de vue, à ce qu'il paraît, ses projets d'autrefois. Mais il n'importe. Sœur Magloire, ne serait-il pas étrange que Léonce fût le vainqueur de la bête du Gévaudan? Et pourquoi ne le serait-il pas, mademoiselle? Il est adroit, courageux, infatigable. Quoi, vous pensez? Et vous, chevalier, vous êtes plus compétent que nous en pareille matière. Ma supposition vous semblerait-elle donc inadmissible? Maniaque réfléchit. Malheureusement non, mademoiselle, répondit-il enfin avec un dépit évident. Monsieur Léonce, j'en ai la certitude, ne s'est pas rendu à l'abbaye malgré l'invitation qu'il a reçue. Il est resté à la ferme de Cransac où il a établi sa demeure, et je ne verrai rien d'impossible à ceux qu'ayant trouvé la bête sur son chemin. Encore une fois, ce serait un grand malheur, car enfin, un roturier, le neveu d'un moine accusé de crime. Mademoiselle de Barjac n'entendit pas cette dernière observation. Elle s'était levée impétueusement. Oh dit-elle d'une voix tremblante, si cela était, si cela pouvait être. Mais dans ce cas, il aurait dû déjà se présenter ici. Pourquoi n'est-il pas venu? Comme elle achevait ces mots, un domestique accourut tout effaré. Mademoiselle, dit-il, monsieur Léonce arrive à l'instant et demande la permission de venir vous saluer. Le château eût été enlevé tout à coup à travers les airs par un pouvoir surnaturel, que les trois personnes réunies dans le salon n'eussent pas été plus surprises. Nul ne songeait à répondre au valet. Enfin, Christine murmura, dans un trouble inexprimable, « Lui, c'est donc lui! Merci, mon Dieu, vous n'avez pas voulu me punir de mon imprudence, de ma folie. Mademoiselle, je vous supplie de réfléchir. Christine, mon enfant, songez que vous pouvez vous tromper encore. » Mademoiselle de Barjac, rappelée à elle-même, remercia ses deux conseillers par un sourire, puis, se rasseyant, elle leur dit « Restez près de moi, je vais le recevoir comme il convient à une demoiselle de Barjac. François, ajouta-t-elle en s'adressant au domestique, introduisez monsieur Léonce. » Quelques minutes après, un pas timide se fit entendre dans l'antichambre et Léonce entra. Il était vêtu avec une extrême simplicité. Il y avait en lui quelque chose de triste, de contraint, d'humilié. Cependant, à la vue de mademoiselle de Barjac, une vive rougeur colora ses joues, et il sembla qu'un grand étonnement se mêlât au sentiment tumultueux qu'il éprouvait. Il se représentait toujours Christine fière et hardie, sous un costume de cavalier, telle qu'elle était autrefois, et on eût dit qu'il avait peine à la reconnaître dans cette élégante et gracieuse personne, assise modestement entre sa gouvernante et son vieil écuyer. Quoi qu'il en fût, aucune des phrases qu'il avait sans doute préparées d'avance ne se reproduisit en ce moment à sa mémoire. Il s'arrêta, muet et tremblant, à quelques pas de la belle châtelaine, et se contenta de s'incliner profondément. Christine, de son côté, ne sut pas conserver cette froide dignité dont elle voulait faire parade. Cédant à un entraînement plus fort que sa volonté, elle courut au-devant de son amie d'enfance, et, lui tendant la main, elle dit avec un accent plein de douceur « Léonce, mon cher Léonce, vous êtes le bienvenu à Mercoire. » Cet accueil affectueux, qu'il n'attendait pas peut-être, détermina une explosion dans l'âme brisée du pauvre jeune homme.
Il saisit la main qu'on lui présentait et murmura d'une voix entrecoupée de sanglots. « Ah, mademoiselle, que vous êtes bonne! Vous ne me méprisez, vous ne me haïssez donc pas? Vous haïr, vous mépriser? Mon ami, vous n'y pensez pas. Pauvre Léonce, je connais vos chagrins et je les partage. Mais où sont donc maintenant cette force d'âme, cette haute raison, cette confiance en Dieu que j'admirais en vous autrefois ?» Ils s'assirent côte à côte. La sœur Magloire se confondait en révérence devant le neveu du prieur, tandis que le chevalier, plus réservé, lui adressait des compliments un peu froids. Léonce parvint bientôt à se calmer. « Pardonnez-moi, mademoiselle, reprit-il, une émotion que vous comprendrez sans peine. Pouvais-je croire que vous me recevriez ainsi, malgré l'abaissement où je suis tombé, quand naguère encore vous me traitiez si sévèrement au milieu de mes joies et de mes prospérités? C'est un reproche, Léonce, et peut-être est-il en partie mérité. Mais si mes bizarreries s'attaquent parfois à ceux qui sont heureux et fiers, elles épargnent toujours ceux qui sont faibles et malheureux. À votre tour, pardonnez-moi mes torts passés, je les ai expiés plus cruellement que vous ne pensez. » La conversation une fois établie sur ce pied d'intimité amicale, sœur Magloire et le chevalier ne tardèrent pas à y prendre part. Mais Léonce demeurait sombre et gênée. Christine l'observait à la dérobée et semblait éprouver une impatience croissante. Enfin, elle interrompit Magnac au milieu d'une sentencieuse tirade pour demander tout à coup: « Je sais, monsieur Léonce, que vous êtes depuis quelque temps à la recherche de la bête du Gévaudan. Avez-vous beaucoup de compétiteurs dans cette chasse dangereuse ? » « Que trop, mademoiselle, la récompense du vainqueur doit être si belle. » Mais parmi ces compétiteurs, en est-il vraiment qui ait connaissance de ce serment insensé prononcé dans un moment d'égarement? Je l'ignore, Christine, mais quel homme bien né voudrait se prévaloir d'une promesse surprise et vous imposer un choix indigne de vous? Pour mériter la main de la belle et noble Christine de Barjac, il ne suffirait pas d'avoir une vie sans reproche, il faudrait encore un nom pur, une grande naissance, tous les avantages extérieurs qui méritent la considération du monde. Quiconque, n'étant pas pourvu de ces avantages, voudrait abuser d'un vœu inconsidéré, serait un misérable que tous les gens de cœur devraient repousser avec indignation. Votre choix, libre et réfléchi, pourrait seul donner du prix à une pareille victoire. » En écoutant ces paroles prononcées d'un ton passionné, Christine ne put se défendre d'un tressaillement de joie. Évidemment, Léonce était le vainqueur de la bête. Mais un sentiment exagéré de délicatesse, provenant surtout de la position déshonorante de son oncle, l'empêchait de se déclarer. Mademoiselle de Barjac reprit, les yeux baissés: « Je n'ai fait aucune réserve, Léonce, quand j'ai pris ce redoutable et solennel engagement. Quiconque aura rempli la condition imposée sera en droit de réclamer l'exécution de ma promesse. Et quel qu'il soit, si humble, si basse même que soit son origine, je me résignerai à ma destinée, sinon sans regret, du moins sans plainte et sans murmure. » Léonce rêva un moment. « Cela ne suffirait pas, reprit-il enfin, à celui qui vous aimerait d'un amour profond, désintéressé. Il devrait encore s'assurer si vous éprouvez pour lui de l'estime, de l'affection. » « Eh bien, il serait libre de s'en informer, » dit Christine avec une sorte de colère. Comme Léonce ne répondait pas et restait plongée dans sa rêverie, elle demanda, en affectant un ton d'indifférence: « Avez-vous entendu dire, monsieur Léonce, que la bête du Gévaudan aurait été tuée hier au soir dans le bois de la Bessière ?» Le jeune homme se redressa vivement. « Que dites-vous, mademoiselle ? Demanda-t-il. « La bête du Gévaudan tuée dans les bois de la Bessière ? Mais c'est impossible. » « Et pourquoi cela, Léonce ? » « Parce qu'au moment où je vous parle, mon piqueur Denis est en train de suivre le loup dans les fonds de la Monadière, à moins d'une lieue d'ici, et qu'il a l'espoir de le détourner bientôt. » Christine ne savait d'abord si elle devait s'alarmer ou se réjouir de cette nouvelle.
Vous l'entendez, chevalier, reprit-elle. Que nous disiez-vous donc? Magnac répéta de point en point le récit qu'il tenait du garde Jérôme. Léonce l'écoutait avec une attention extrême. C'est inconcevable, dit-il enfin d'un air d'angoisse. Denis, toujours si prudent, si expérimenté dans son art, se serait-il trompé? Aurait-il pris pour la trace de la bête la trace d'un de ces grands loups qui abondent maintenant dans les bois des environs? Mais alors, mademoiselle, poursuivit-il avec agitation, si l'on avait dit vrai, vous pourriez vous attendre à voir apparaître ici, d'un moment à l'autre, quelque chasseur insolent qui viendrait réclamer le prix de la victoire? Je le crains, Léonce, je le crains. En vous voyant tout à l'heure, j'avais espéré. Mais puisque ce n'est pas vous qui avez frappé la bête, au nom du ciel, quel motif vous amène maintenant à Mercoire, après être resté si longtemps dans le voisinage, sans daigner entrer dans cette maison amie? Léonce se frappa le front. C'est juste, merci de me rappeler pourquoi je suis venu, quand la conscience de mon indignité eût dû m'empêcher peut-être de franchir le seuil de votre demeure. Vous saurez donc que l'évêque d'Alep m'écrivit dernièrement pour m'inviter à me rendre à Frontenac, où l'on m'apprendrait, disait la missive, des choses du plus haut intérêt. Je suis devenu fort indifférent pour ma propre destinée, dont je désespère. Et d'ailleurs, je ne voulais pas obéir aux ordres de ce prêtre orgueilleux, le persécuteur acharné de mes amis. J'ai donc fait répondre qu'il m'était impossible de me rendre à l'abbaye. Depuis ce jour, on m'a envoyé un nouvel avis, provenant cette fois d'une personne que je ne cesserai jamais d'aimer, malgré ses torts apparents. On m'engage à me trouver aujourd'hui même au château de Mercoire, où je dois attendre certaines communications. Je n'ai jamais désobéi à la personne dont il s'agit, et je ne lui désobéirai pas, surtout quand elle est malheureuse. Je suis donc accouru, malgré le mauvais accueil que je redoutais, et que votre bonté m'a épargné, mademoiselle. Et je viens vous demander s'il n'est pas arrivé ici quelques lettres ou quelques messages pour moi. Christine interrogea du regard ses deux conseillers. Personne, dit Magnac. Rien, dit sœur Magloire, mais il est encore de bonne heure, et peut-être... En ce cas, reprit Léonce, mademoiselle de Barjac voudra bien, je l'espère, m'accorder dans sa maison un petit coin où je puisse attendre jusqu'à ce soir les nouvelles qui me sont annoncées. Il me faut bien peu de place, et dès que la nuit tombera, si rien n'est arrivé pour moi, je compte me retirer en m'excusant de mon importunité. Cette humilité navra Christine. Léonce, mon ami, mon frère, reprit-elle, pouvez-vous me parler ainsi? Restez dans ce salon avec moi. Nous causerons de nos bons souvenirs d'enfance. Il y a si longtemps que je n'ai eu cette satisfaction. Et puis, ajouta-t-elle d'un ton d'inquiétude, en dépit de moi-même, cette sotte histoire que nous a débité le chevalier ne peut me sortir de l'esprit. Si mes craintes, absurdes sans doute, venaient à se réaliser, ce serait une consolation d'avoir auprès de moi un ami dévoué pour me soutenir et me plaindre. Mademoiselle n'a-t-elle pas, dit Magnac d'un air de dignité blessée, son écuyer d'honneur, qui se croit fort capable de la protéger envers et contre tous? Christine se pencha vers Léonce et se mit à lui parler à voix basse. Le jeune homme, embarrassé peut-être de cette interversion des rôles, répondait par monosyllabes. Mais Christine, tour à tour souriante et mélancolique, ne se décourageait pas, et, insensiblement, Léonce oublia ses préoccupations douloureuses. Bientôt, ils semblèrent être à l'unisson. Ils parlaient de plus en plus bas, mais avec une vivacité croissante, et des larmes sympathiques mouillaient leurs yeux. Ce murmure d'un amour honnête impressionna différemment le chevalier et sœur Magloire. La bonne sœur, qui avait peut-être aimé dans sa jeunesse, souriait avec indulgence. En revanche, le chevalier s'agitait sur son siège, prenait prise de tabac sur prise de tabac, et faisait entendre par intervalles des ham sonores dont on ne s'inquiétait pas. Peut-être les poétiques souvenirs du passé avaient-ils entraîné les pauvres enfants vers les vagues aspirations de l'avenir,
Peut-être cet avenir commençait-il à leur paraître moins chargé de nuages et de couleurs sombres, quand tout à coup on entendit dans la cour d'honneur un bruit de chevaux. Presque aussitôt des fanfares de chasse réveillèrent d'une manière formidable les échos du vieux manoir. Les jeunes gens tressaillirent. Ils écoutèrent ces sons qui se prolongeaient, menaçants et dominateurs, dans les corridors et dans les cours. « Seigneur, mon Dieu, qu'est ceci ?» s'écria sœur Magloire en joignant les mains. « Qui donc ose, dit le chevalier, s'annoncer avec tant d'insolence au château de Mercoire ?» Des pas rapides retentirent dans le vestibule, puis la porte s'ouvrit et le domestique annonça « Monsieur le comte de Varinas !» Le baron de La Roche-Boisseau entra. Fin de la section 23. Section 24 de La Bête du Gévaudan. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Bête du Gévaudan par Élie Berthet. Chapitre 24. Le coffret. La Roche-Boisseau portait encore l'uniforme de lieutenant de louveterie. Il marchait d'un pas fier, la tête droite, la bouche souriante, comme un homme sûr de lui-même. Derrière lui venait un piqueur qui, après avoir déposé près de la porte du salon un coffret bien clos, se retira sur un signe de son maître. Tous les assistants étaient interdits de la hardiesse du baron à se présenter dans une maison où l'on avait tant de motifs de le mépriser et de le haïr. La sœur Magloire était pourpre d'indignation, et les joues creuses du chevalier avaient pris une teinte verdâtre. Léonce, partagée entre des sentiments contraires, semblait incapable de faire un mouvement. Seule mademoiselle de Barjac, par l'excès même de son émotion, recouvra la dignité qui lui avait fait défaut peu d'instants auparavant à l'égard de Léonce. Elle s'était levée et, pendant que le baron la saluait, elle dit avec ironie « Comte de Varinas, que signifie, monsieur, cette manière de vous faire annoncer chez moi ? Espérez-vous donc, en prenant un nouveau nom, effacer les souvenirs que vous avez laissés ici sous l'ancien ?» La Roche-Boisseau, malgré son aplomb, fut déconcertée par la rudesse de cette apostrophe. « Ah, charmante !» dit-il en s'efforçant de sourire. « Est-il généreux de me rappeler des torts que vous m'avez pardonnés et dont j'ai été si cruellement puni ? Quant au titre et au nom nouveau que je porte maintenant, ils m'appartiennent par droit de naissance et personne ne peut plus me les contester. » Ainsi donc, monsieur, demanda la châtelaine, chez qui la curiosité féminine fit taire un moment des sentiments d'une autre nature, vous êtes en possession déjà des domaines de Varinas ? Pas encore, ma toute belle, mais il me reste plus qu'une simple formalité à remplir, car j'ai la promesse de monseigneur le commissaire royal. Peut-être même la prise de possession aurait-elle eu lieu hier si je m'étais rendu à Frontenac comme j'y étais invité. Mais des affaires pressantes m'ayant retenu dans ce pays, j'ai préféré envoyer là-bas mon procureur Fondé, qui saura mieux que moi défendre mes intérêts contre ces moines nasillards. En attendant, j'ai repris, comme vous le voyez, le titre et le nom qui sont pour moi un héritage de famille. Léonce ne put se contenir. Il me semble pourtant, dit-il d'une voix sèche, que vous vous pressez bien de vous parer d'une qualité qui ne vous appartient pas encore, selon la loi et la justice. La Roche-Boisseau se retourna vivement et regarda Léonce comme s'il eût alors aperçu pour la première fois. « Ah ah, est-ce vous, mon joyeux compagnon de chasse ?» demanda-t-il avec une familiarité dédaigneuse. Je pourrais vous répondre que votre opinion ne fait pas grande-chose à l'affaire. Mais je veux être indulgent envers vous, car je devine pour quel motif vous intervenez dans de pareils intérêts. À votre avis, sans doute, ma qualité présente prouve le crime de ceux dont les machinations ténébreuses étaient parvenues à m'en priver si longtemps. Peut-être, en effet, avez-vous raison, et d'ailleurs, je pardonne beaucoup à un ami que le malheur aigrit. Un ami, monsieur ? Je ne savais pas avoir l'honneur d'être le vôtre. Voyez-vous cela ?
quand nos relations ont été si intimes, si confidentielles. Mais, après tout, il en sera ce que vous voudrez. Je n'y tiens pas, moi, je vous assure. Et il se mit à ricaner. Léonce frémissait de colère, mais il se souvint encore de la promesse faite au prieur et se dit à lui-même « Non, je ne donnerai pas ce chagrin à mon malheureux oncle. Je lui tiendrai mon serment, quoi qu'il arrive. » La Rocheboisseau allait peut-être décocher à Léonce quelque nouveau sarcasme quand le chevalier vint détourner son attention. « Monsieur de Varinas, dit Magnac en lui adressant un grand salut, semble avoir oublié les engagements d'honneur qu'il a pris sous le nom de La Rocheboisseau. C'est pour cela sans doute qu'il n'a pas reçu mes messages et qu'il n'y a pas répondu comme il convient entre gentilshommes de bonne maison. Mais maintenant je m'attache à lui, et Varinas ou La Rocheboisseau, je ne le quitterai pas sans avoir obtenu quelques mots d'explication particulière. » Le baron se mit à rire plus fort. « Morbleu, mon beau chevalier errant, mon beau défenseur des belles, mon vaillant paladin des dames opprimées, s'écria-t-il, vous êtes diablement tenace dans vos idées. Il s'agit sans doute encore, et du garde Fargeau, et de la liberté que je prends, de chasser dans les bois de Mercoire sans votre congé, que sais-je? Eh bien, nous reviendrons là-dessus, et quand nous devrions vider la querelle avec des sabres de bois et des épées de pain d'épices, vous aurez satisfaction, je vous le promets. Mais pour le moment, d'autres soins plus pressants me réclament, et je vais d'abord apprendre à votre maîtresse le motif de cette visite qui ne paraît pas lui être très agréable. » Si monsieur de La Rocheboisseau pense ainsi, dit Christine avec roideur, il est inexcusable de la prolonger. Vous me traitez bien mal, mademoiselle. En me présentant ici, j'avais une foi complète dans le pardon que vous m'aviez accordé si généreusement. Mon pardon n'autorisait pas des assiduités. Mais hâtez-vous de m'apprendre l'objet de votre visite. Vous avez raison de croire que cette entrevue est fort pénible pour moi. La Rocheboisseau, grâce à ses idées particulières sur les femmes, ne s'attendait pas peut-être à une aversion si marquée, si opiniâtre. Comme il demeurait muet, Magnac lui dit, de son ton impassible et froid, « Eh bien, monsieur le baron, ou monsieur le comte, car je ne prétends pas contester vos titres, n'avez-vous pas entendu ? Mademoiselle de Barjac, ma noble maîtresse, souhaite que vous lui fassiez connaître au plus vite l'objet de votre visite, et puis… » Il désigna la porte du doigt. La Rocheboisseau bondit de colère. « De par tous les diables, vieux maroufle !» s'écria-t-il. « Allez-vous ainsi prendre au sérieux votre rôle de valet ? Si je le pensais… » « Monsieur, interrompit Léonce à son tour avec vivacité, vous vous oubliez en présence et dans la maison d'une dame. » La Rocheboisseau regarda d'un œil enflammé les deux défenseurs de Christine, et tout à coup il partit d'un nouvel éclat de rire. « Par la sang-bleue, mademoiselle, reprit-il, je dois vous féliciter. Il ne serait pas prudent de résister à vos volontés au château de Mercoire. Vous avez là de valeureux défenseurs qui ne se gêneraient pas pour jeter l'audacieux dehors par les épaules si l'on voulait seulement les laisser faire. Mais il est temps de m'expliquer et d'essayer si je ne pourrais pas enfin prendre ma revanche. » Mademoiselle de Barjac, qui était restée debout jusqu'alors, se rassit toute tremblante. Magnac et Léonce lui-même, oubliant leurs griefs personnels, attendirent avec une appréhension extrême ce qu'allait dire le baron. Celui-ci semblait trouver plaisir à prolonger ce malaise. Enfin, il demanda, en appuyant sur chaque mot, « Vous souvenez-vous, mademoiselle, de vous être engagée, par serment, à épouser le chasseur qui aurait tué la bête du Gévaudan, pourvu qu'il n'appartînt pas à une condition servile ?»« Je m'en souviens, » répondit faiblement Christine. « Et ce serment, poursuivit La Rocheboisseau, êtes-vous encore prête à le tenir ? Refuserez-vous votre main à un galant homme qui, prenant votre promesse au sérieux, aurait bravé fatigues et dangers pour remplir l'obligation imposée ? Ce doute est une offense, monsieur. Eh bien, donc, s'écria le baron triomphant, je réclame pour moi tous les privilèges promis au vainqueur de la bête. J'ai eu le bonheur d'abattre le féroce animal hier dans les bois de la Bessière.
Voici mes preuves. Il alla chercher le coffret que son laquais avait déposé près de la porte, l'ouvrit et montra une tête et une patte de loup encore saignantes. Mais Christine n'eut pas le courage de regarder cet affreux trophée. Elle s'était renversée, mourante, dans son fauteuil. Les autres assistants étaient à peine moins émus, bien qu'ils dussent s'attendre à cet événement. Léonce demeurait anéanti. Le chevalier, toujours lent dans ses conceptions, avait l'air de ruminer le cas, tandis que sœur Magloire levait les yeux et les mains au ciel en marmottant des prières. Aucun de ces détails ne pouvait échapper à Laroche-Boisseau. « Eh mais, reprit-il d'un ton railleur, on dirait que ma victoire ne cause pas ici des transports immodérés de joie. Cependant, le baron de Laroche-Boisseau, comte et seigneur de Varinas, n'est pas un lot trop à dédaigner quand le hasard pouvait désigner quelque méchant braconnier pour châtelain de Mercoire. » Il se fit un nouveau silence. « Monsieur le baron, dit enfin Léonce avec désespoir, les amis de mademoiselle de Barjac ne peuvent accepter sans examen toutes vos assertions. Il faudrait d'abord établir d'une manière indubitable que l'animal dont voici la dépouille est bien la bête du Gévaudan. Et j'ai certaines raisons de penser... Toute personne de bonne foi n'a qu'à considérer ces pièces de conviction, reprit Laroche-Boisseau en désignant les objets contenus dans la cassette. Un autre animal que la célèbre bête du Gévaudan pourrait-il avoir cette tête monstrueuse, ces crocs terribles, ces griffes robustes? Et qui nous prouve, continua Léonce, que vous, monsieur, vous seul, avez frappé mortellement le loup dont vous présentez les restes? On entendra maître Legris, mon protégé. Bien qu'il me boue dans ce moment, et qu'il ait refusé de m'accompagner ici, il ne pourra se dispenser de rendre témoignage à la vérité. On entendra encore mon premier piqueur, la branche, et les nombreux paysans qui me servaient de rabatteurs lorsque j'ai tiré ce bon coup de carabine. Ayez l'esprit en repos, monsieur Léonce. On fournira toutes les garanties nécessaires à ceux qui seront en droit de les demander. Pour le moment, il s'agit seulement de savoir si mademoiselle de Barjac tiendra son serment, même envers moi. La pauvre Christine répondit avec effort. « Je le tiendrai, monsieur, dussé-je en mourir ?» Cette forme de consentement ne parut pas être du goût de Laroche-Boisseau, qui fit une grimace significative. Léonce s'écria énergiquement. « Monsieur le baron, vous êtes gentilhomme, vous ne pouvez accepter un pareil sacrifice. Vous devez être trop fier, trop délicat, pour abuser de l'avantage que vous donne un hasard heureux sur une jeune dame digne de tous égards et de tout respect. Elle ne vous aime pas, vous le savez. Elle ne laisserait tomber sa main dans la vôtre que pour accomplir son vœu téméraire. Un mariage effectué dans de telles conditions pourrait-il assurer votre bonheur et le sien? Ne serait-il pas une honte, un ridicule pour vous? Renoncez donc généreusement au bénéfice d'une promesse inconsidérée. La dignité de votre nom, la loyauté, l'honneur vous le commandent également. » Oui, acheva Laroche-Boisseau avec ironie, et laissez la place libre à certains petits céladons, héros langoureux d'une de ces amourettes qui existent parfois entre un écolier et une pensionnaire. N'est-ce pas cela, monsieur Léonce? En vérité, si quelqu'un a conçu de semblables espérances, on ne pouvait trouver d'avocat plus incapable de me les faire approuver. Cette fois, les résolutions de Léonce, le souvenir de ses engagements envers son oncle, ne tinrent pas contre la fureur qui le suffoquait. « Baron de Laroche-Boisseau, dit-il d'une voix ferme, vous êtes un infâme. L'amour n'est pour rien dans vos projets sur une noble demoiselle qui vous hait et vous méprise. Ce que vous désirez, c'est sa fortune, ce sont ses beaux domaines, ce sont les moyens de redorer votre blason terni et souillé de fange. » Le baron, à son tour, ne put conserver son dédaigneux sang-froid en présence d'un outrage si direct et si violent. « Par le diable! Monsieur l'aventurier, s'écria-t-il, c'est pousser trop loin l'insolence. Mais fussiez-vous 10 fois vilain, je vous ferai rentrer dans la gorge les paroles insultantes que vous venez de prononcer. »
Elles n'y rentreront pas, monsieur. Au contraire, partout où vous irez, je compte dire hautement assez, monsieur. Vous voulez sans doute, par l'excès de l'injure, effacer la distance qui nous sépare. Vous avez réussi. Sortons, monsieur, sortons à l'instant. Enfin, dit Léonce. Il se dirigeait déjà vers la porte sans que Christine, à moitié évanouie, pût faire le moindre effort pour intervenir. Mais le chevalier de Magnac leur barra le passage avec plus de vivacité qu'on ne pouvait en attendre de lui. « Un moment, messieurs, dit-il avec gravité, les choses ne sauraient aller ainsi. Monsieur le baron, ou plutôt monsieur le comte, ne s'appartient pas. J'ai de longue date établi mon droit de priorité à son égard, et ce droit s'est encore fortifié de toutes les épithètes malsonnantes dont monsieur de La Rocheboisseau, je veux dire monsieur de Varinas, vient de me gratifier tout à l'heure. Je tiens donc à mon privilège, et puisque monsieur de La Rocheboisseau, comte de Varinas, est en si bonne disposition, je le prie de me réserver l'honneur. Monsieur de Magnac, je vous en conjure, dit Léonce avec énergie. Permettez-moi de venger mes offenses et celles des personnes qui me sont les plus chères au monde. Vous ne savez pas combien cet indigne gentilhomme a versé dans mon cœur de fiel et d'amertume. À mon vif regret, monsieur Léonce, je ne peux vous céder en ceci. C'est à moi de punir les insultes faites à ma jeune maîtresse, cela rentre dans les devoirs de ma charge. Et d'ailleurs, les griefs d'une dame doivent passer avant les vôtres et les miens. Désolé de vous refuser, mais... « Eh, morbleu !» interrompit La Rocheboisseau dans un paroxysme de fureur. « Venez tous les deux. Croyez-vous que je m'inquiète beaucoup d'un jeune étourneau, élevé à la brochette par des moines couards, et d'un vieil édenté qui éprouve la fantaisie de tirer encore une fois du fourreau son tronçon d'épée rouillée. Venez, vous dis-je, ensemble ou séparément, je vous rendrai raison à tous deux, je vous le promets. » « Eh bien, sortons d'abord, reprit Léonce. Cette question ne saurait se traiter en présence d'une dame. »« Oui, oui, sortons, dit le baron. »« À vos ordres, messieurs, dit Magnac en saluant. » Mademoiselle de Barjac put enfin secouer l'anéantissement où l'avait jeté cette scène tumultueuse. Elle se leva et, repoussant la sœur qui voulait la retenir, elle s'écria d'un ton d'autorité « Restez, messieurs, restez, je vous en prie. Je vous l'ordonne, si mes ordres peuvent encore être de quelque poids auprès de vous. » Les trois hommes s'arrêtèrent. Après un moment d'hésitation, ils se rapprochèrent à pas lents de la jeune châtelaine. « De grâce, messieurs, écoutez-moi, reprit-elle. C'est à vous surtout que je m'adresse, mon cher Léonce, vous, le compagnon de mon enfance. À vous aussi, mon bon chevalier, vous qui m'avez toujours entouré de tant de soins et d'égards. Autant que je peux m'y opposer, je ne souffrirai pas que vous ayez querelle avec monsieur de La Rocheboisseau à mon sujet. Monsieur le baron paraît avoir exactement rempli les conditions imposées par mon vœu. Le prix qu'il vient réclamer ne saurait lui être refusé. Je ne dois pas permettre que mes serviteurs et mes amis interviennent pour me soustraire aux conséquences d'un engagement téméraire, car on pourrait alors m'accuser, avec raison, d'employer d'indignes subterfuges pour éluder ma parole. Je vous somme donc de ne donner aucune suite à ce défi dont je suis la véritable cause. Quiconque le ferait deviendrait mon ennemi. « Christine !» répliqua Léonce. Cet homme s'est servi, envers mon malheureux oncle et envers moi, des expressions les plus outrageantes. « Il a offensé l'honneur de la maison de Magnac, dit le chevalier. Et ajoutez, messieurs, reprit La Rocheboisseau d'un ton superbe, que je ne rétracte rien. » Christine poursuivit, en s'adressant au chevalier et à Léonce. « N'essayez pas de me tromper, mes bons amis, c'est mon injure et non la vôtre que vous voulez défendre. Renoncez-y, je vous en conjure. La situation terrible où je me trouve est entièrement mon ouvrage. Mon imprudence, ma fatale précipitation, mon orgueilleuse obstination ont tout fait. Je dois donc porter seule la peine de ma faute. » En même temps, elle prit à part chacun des deux adversaires du baron et parut employer les arguments les plus pressants pour les détourner de leur projet. L'un et l'autre eurent l'air enfin de céder à ses instances,
mais il était facile de deviner qu'il profiterait de la première occasion pour renouveler la querelle. La Rocheboisseau avait repris tout son sang-froid. Quand il vit que mademoiselle de Barjac semblait avoir atteint son but, il dit en souriant « Merci à vous, ma charmante, c'est loyalement tenir sa parole. Laissez-moi maintenant espérer que cette bonne foi sera le prélude de sentiments moins hostiles envers le futur châtelain de Mercoire. » Et il lui baisa la main. « Châtelain de Mercoire, répéta Léonce, vous ne l'êtes pas encore, monsieur. Mademoiselle de Barjac dépend toujours de tuteurs éclairés et sévères, dont le devoir est de la protéger contre les entraînements de sa propre générosité. Or, je me trompe fort, où il se trouve assez de sagesse, de pouvoir et d'énergie chez les pères de Frontenac pour rendre ce mariage absolument impossible. »« Le croyez-vous, mon ami ?» demanda vivement Christine. Léonce répéta son assertion avec plus de chaleur encore. « Eh bien, sembleux, nous verrons cela, » répliqua le baron avec un sourire dédaigneux. Ce bon jeune homme, dans sa vive affection pour les moines de Frontenac, oublie qu'ils ont un peu la crête basse en ce moment, et qu'un certain évêque leur a récemment rogné les ongles de fort près. Je les attendrai de pied ferme, et nous saurons lequel d'entre eux osera s'attaquer à moi. Sera-ce le pauvre vieil abbé, presque imbécile, perclus de goutte et de rhumatisme, et qui a déjà un pied dans la fosse? Sera-ce encore ce valeureux champion du couvent, la tête forte de la communauté, l'habile, le prudent, l'éloquent père Bonaventure? Malheureusement, ce soleil du monastère se trouve à cette heure très obscurci. Le saint homme, accusé d'assassinat sur un pauvre petit enfant, est claquemuré dans sa cellule qu'il échangera bientôt sans doute contre un cachot noir et profond. « En êtes-vous bien sûr, monsieur ?» demanda sœur Magloire d'un ton singulier. Depuis un instant, le bruit de voix et de chevaux s'était renouvelé dans la cour principale du manoir. La religieuse, toujours inquiète ou poussée peut-être par un pressentiment secret, était sortie pour reconnaître la cause de ce tumulte. D'une fenêtre qui donnait sur la grande cour, elle avait vu 2 litières portées par des mules et escortées de plusieurs domestiques à cheval. Un coup d'œil jeté dans l'intérieur des litières lui avait suffi, et elle était revenue au salon, toute frémissante d'espérance et de joie. Les assistants, en remarquant son agitation, voulurent la questionner. Elle n'eut pas le temps de répondre. La porte se rouvrit tout à coup, et le domestique annonça, d'une voix étranglée par le respect, « Sa grandeur, monseigneur l'évêque d'Alep, sa révérence, le prieur de Frontenac. » En même temps, l'évêque et le prieur entrèrent, en s'appuyant amicalement l'un sur l'autre. Fin de la section 24.